Bonjour et bienvenue dans ce 5 à 7 qui est consacré au lien entre l'écologie et l'habitat, après avoir fait le lien entre l'écologie et l'économie. Et pourtant, l'écologie et le logement paraissent antinomiques au regard des propos récents en lien avec la pandémie, la ville verte qui évite le bétonnage, qui crée des pistes cyclables, des continuités vertes, et on voit se multiplier des oppositions aux projets de construction en ville. Alors nous avons, nous, résolument décidé de parler de l'écologie comme étant profondément liée à la question du logement. Mais l'habitat, nous l'aborderons au sens large du terme, c'est-à-dire habiter son logement, habiter son quartier, habiter la ville et habiter toutes les formes de ville. Alors pour en parler, deux invités qui ont une très grande complicité entre eux. Donc, Jean-Claude Drian est professeur à l'École d'urbanisme de Paris, il est responsable du master Habitat et renouvellement urbain, il est chercheur au Lab Urbain. Il travaille beaucoup sur la question des marchés du logement, des politiques de l'habitat, sur le logement social à l'échelle nationale et puis dans la diversité des territoires. Il contribue aussi aux travaux du comité de pilotage du rapport annuel sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre. Il est membre du Conseil national de l'habitat et il a notamment publié les politiques du logement en France à la documentation française et coordonné avec Pierre Madec les crises du logement, publié en 2018 dans la collection La vie des idées. Emmanuelle Causse, elle, a un très long parcours de militante, d'abord de lutte contre le sida dans les années 90. Elle a été la première présidente d'ACT UP, puis journaliste. Enfin, elle s'est engagée en politique en 2009. Elle a été secrétaire nationale du Parti écologiste en 2013 et après avoir été vice-présidente au logement de la région Île-de-France de 2010 à 2015, elle est nommée ministre du Logement et de l'Habitat durable, donc en charge de l'urbanisme, de 2016 à 2017 sous la présidence de François Hollande. Et alors, elle a été exclue des Verts, en restant bien entendu écologiste dans l'âme et militante de toujours de l'écologie. Après 2017, elle a créé sa société de conseil, AME TV, et elle occupe aujourd'hui un poste de dirigeante de la stratégie au sein du bailleur social Batigère. Et le 4 novembre dernier, elle est devenue présidente de l'Union sociale pour l'habitat et elle a déclaré: on ne peut malheureusement penser que la dégradation de la situation économique et donc sociale aura un impact sur la demande de logements sociaux. Cette urgence sociale dans laquelle se trouve une partie croissante de la population doit être notre boussole collectivement. Ça situe bien son propos. Alors, j'aimerais aussi qu'on situe nos propos concernant l'habitat sur la qualité de la ville. Et la qualité de la ville, aujourd'hui, on en parle de différentes manières que je vais caricaturer. La première, c'est la ville du quart d'heure, qui est devenue la solution à tout. Il y a des villes qui s'engagent, Paris, Mulhouse, autres. Mais on a du mal à voir comment ça résout tous les problèmes et surtout comment ça s'applique aux grandes périphéries où il y a quand même beaucoup de gens qui habitent. Il y a aussi la ville écolo. La ville écolo, entre guillemets, on ne construit plus pour lutter contre la pollution, l'inconfort, le manque d'espace vert, et on ne construit plus. Et ce qui veut dire qu'on a la plupart des permis de construire bloqués. Et puis en lien avec le thème précédent, la fuite des villes. On fuit les métropoles, il n'y a qu'à voir le très joli article de Marie-Douce Albert dans le Moniteur qui fait une injonction pour dire mais non, on va habiter en ville, mais il faut améliorer la qualité des villes avec des meilleurs logements traversants, des trottoirs dégagés. On parle aussi de la ville malade, bien sûr, de la ville des grands ensembles. Mais en fait, on parle assez peu de la ville désirable, la ville qui croise les populations, où les pauvres ont le droit d'habiter en ville et où on relie la qualité de vie à la qualité de ville. Alors, pour commencer, j'aimerais que tous les deux, vous décliniez le choix que nous avons fait d'appeler cette session « L'écologie et aussi affaire d'habitat ». Euh, Jean-Claude. L'écologie est affaire d'habitat, je dirais c'est une forme d'évidence, même si moi dans mes travaux, c'est pas forcément mon entrée première, hein, la question de l'écologie, mais elle est forcément toujours en arrière-plan parce que je vois mal comment on peut décliner la question du logement sans la considérer comme une question d'abord écologique. Mais de fait, aujourd'hui, dans l'actualité, si on regarde la façon dont cette question se décline,
on peut la traiter à partir de deux entrées, qui sont des entrées qui sont aujourd'hui aussi dans l'actualité législative, hein, qui sont la question de la transition écologique, de la transition énergétique, pardon, et puis la question de la consommation foncière en lien avec la construction de logements neufs. La question de la transition énergétique, elle se pose très principalement sur le stock de logements, dont on aura, je pense, beaucoup à reparler, parce que c'est là que se pose l'essentiel de la question. Et pour ce qui est de la consommation foncière, bien entendu, ce sont toutes les interrogations sur finalement cette alternative entre étaler et densifier, consommer de l'espace naturel ou construire la ville sur la ville, qui sont là aussi des questions majeures. Moi, ce que je voudrais retenir d'abord sur ce lien avec l'écologie, c'est que derrière ces questions, que ce soit la transition énergétique ou la maîtrise foncière, se posent des questions sociales sur lesquelles je pense qu'on aura à revenir abondamment. Absolument. Bon, je vais essayer de faire le lien avec Jean-Claude. Tout d'abord, Ariela, merci pour cette invitation et cette invitation en fait à essayer de nous faire réfléchir à ces sujets qui sont évidemment actuellement extrêmement forts. C'est vrai que dans le débat actuel, on entend une opposition un peu factuelle, un peu formelle entre l'écologie et l'habitat, écologie et densité, écologie et confort, avec des raccourcis de pensée, à mon avis, assez terribles. Et je pense en effet que ça serait une erreur de croire que l'écologie n'est qu'une science ou qu'une politique qui ne va s'intéresser qu'aux enjeux liés de notre relation au milieu naturel sans se poser la question des rapports sociaux et des enjeux sociétaux au sein de l'organisation de notre société. Défendre l'écologie et défendre un mode de développement différent, c'est aussi s'interroger sur les questions justement du vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors Ariela l'a précisé, moi je suis depuis longtemps une militante écologiste. J'ai été aussi, je suis aussi devenue une militante du logement, d'ailleurs dans des périodes assez similaires, hein. C'est il y a à peu près 10-15 ans que j'ai fait cette mutation dans mon parcours. Et c'est vrai que moi, il y a 10 ans, en fait, j'ai compris, alors que j'avais déjà des engagements politiques, j'ai vraiment compris à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une conscience beaucoup plus aiguë du fait que la question de l'habitat, la question de où est-ce qu'on vit et de la qualité de son chez-soi, était en fait un sujet éminemment politique et y compris qui posait des tas de questions, y compris derrière de partage des richesses, d'accès à l'autonomie, de construction personnelle et en fait de la vie de la cité, enfin de la politique au sens propre du terme. Et si je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, je le dis, hein, moi je suis parfois extrêmement gênée, je dirais plutôt même en colère, quand j'entends qu'on construit des oppositions très rudes, très dures, sur des projets d'habitat au nom d'une certaine écologie. Et en fait, on voit notamment des oppositions sur des projets de densification, sur des projets de construction de logements. On voit surtout beaucoup d'oppositions qui se sont exprimées d'ailleurs dans pas mal de grandes villes l'année dernière sur des projets de logements sociaux. Avec y compris des manifestations contre des programmes de logements sociaux, mais pas au nom d'un refus de l'accueil de ménages plus pauvres, ce qu'on a déjà vu par le passé dans des communes, mais au nom du fait qu'il ne fallait pas construire des logements sociaux sur une friche industrielle, sur un terrain de sport désaffecté, sur le fait que ce programme serait trop dense et gâcherait la vue. C'est des exemples précis dont je parle. Je ne fais pas des raccourcis et je n'aurai pas de problème évidemment à préciser les choses. Et c'est vrai, c'est extrêmement dérangeant parce qu'en même temps, on a un phénomène actuel qui est formidable. Il y a une prise de conscience de la société sur la rapidité du dérèglement climatique, y compris moi, quand j'ai commencé dans ces combats-là il y a plus de 10 ans, on était persuadé qu'on avait 20, 30, 50 ans pour s'adapter au dérèglement climatique. Maintenant, vous avez vu qu'on parle plutôt d'une adaptation qu'il faut faire en 10 ans, ce qui est complètement fou par ailleurs. On a une accélération du dérèglement climatique et on a en même temps ce phénomène dans la société qui est une compréhension des enjeux, une acceptabilité sociale à évoluer dans nos comportements, dans notre réflexion, à se poser des questions sur notre empreinte. Donc ça, c'est formidable. Mais dans la même période, dans le même moment, dans le même mouvement, on voit s'exprimer en fait un blocage sur des tas d'enjeux urbains, notamment liés à l'habitat,
au nom de l'écologie, au nom du respect de la biodiversité ou au nom de la densité. Alors, qu'il n'y ait pas de malentendus sur mes propos, hein. Il y a parfois des projets urbains qui sont de mauvaise qualité, il y a parfois des projets urbains qui ne respectent pas les enquêtes environnementales, des choses bâclées, il y a des projets qui ne sont pas bien pensés et tout ça. Mais ce n'est pas le cas de tous les projets urbains aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tous les programmes de logements sociaux et ce n'est pas le cas de tous les permis de construire qu'on voit refusés. Je dirais même, pour être un peu dans la provocation et aller un peu dans le sens de la provocation de départ d'Ariella, c'est qu'y compris, il y a des endroits où moi je vois qu'une opposition contre de l'habitat neuf, par exemple, au nom de l'écologie, c'est aussi finalement pour arriver à patrimonialiser certains espaces et en fait à entretenir la rente, c'est-à-dire la rente de ceux qui sont déjà logés, la rente de ceux qui sont parfois déjà propriétaires, qui aujourd'hui ont plutôt des rendements assez intéressants en fait, du fait des marchés immobiliers et qui ne veulent surtout pas que la ville soit partagée. Et je m'excuse de peut-être caricaturer en posant la question un peu comme ça, mais derrière ces sujets, moi, ce que je pense qu'il faut qu'on se pose, c'est, parce qu'on parle beaucoup de l'idée de la ville du quart d'heure, de la ville inclusive, de la ville douce, alors c'est ville ou village, mais moi, la question que je voudrais poser derrière, c'est sommes-nous tous d'accord pour qu'il y ait un droit à la ville pour tous? C'est-à-dire, acceptons-nous, au nom de l'intérêt général, qu'il n'y ait pas des outsiders et des insiders, mais que chacun ait une capacité à pouvoir choisir où il habite, évidemment dans le respect des règles d'aménagement, du respect du littoral, de la réduction de la consommation foncière. Mais pour poser les termes de peut-être manière plus crue, est-ce qu'on est tous d'accord pour que quelqu'un qui gagne le SMIC ait accès au même titre que quelqu'un qui gagne 10 fois le SMIC? Est-ce qu'il a accès à la ville où il y a le service public, où il y a la mobilité, où il y a l'emploi? Ou est-ce qu'on est dans un schéma très libéral et dérégulé qui est qu'en gros, celles et ceux qui font tourner la ville, on les met dans les aménités à l'extérieur de là où on vit bien et finalement, eh ben, il y aura ceux qui pourront profiter d'une ville dense, agréable, écolo, respectueuse de l'environnement, qui amènera une réduction de l'empreinte carbone, et puis d'autres à l'extérieur qui subiront. Donc, en fait, c'est une partie du débat actuellement. Il y a derrière ça des enjeux que je trouve très intéressants. Le fait qu'on soit challengé sur la qualité de ce qu'on construit, de ce qu'on réhabilite, sur nos émissions carbone, sur comment est-ce qu'on va limiter la consommation foncière, comment on est capable de renaturer des espaces, comment on désimperméabilise. Tout ça, c'est formidable. Mais derrière tout ce mouvement-là qui est absolument génial et qui nous permet de construire une ville et un territoire plus agréable, on a aussi un nouveau conservatisme qui s'exprime aujourd'hui et en fait qui utilise l'écologie comme paravent. Et moi, en tout cas, de cette écologie-là sur laquelle je mets des guillemets, évidemment, je ne m'y reconnais pas et je n'en veux pas. Merci à vous deux. Alors, on a parlé de crise. On parle de crise du logement depuis des décennies. La crise actuelle, elle est différente puisque vous allez nous expliquer tous les deux que cette crise est le fait d'accentuation des inégalités sociales et territoriales qui sont liées à la montée des prix, surtout du foncier. Apparemment, à Paris, en Île-de-France, le foncier, c'est 50% du prix du logement. Mais c'est vrai aussi dans les villes moyennes maintenant. Il y a le Airbnb, la gentrification, la difficulté d'accession à la propriété, notamment pour les jeunes, mais on peut aussi parler du coût excessif de la production du logement en France et la mission en cours sur l'habitat de François Leclerc et de Laurent Girometti va mettre le doigt sur les parallèles avec les pays voisins et on verra que le coût de production du logement en France est particulièrement élevé. Comment ne pas évoquer aussi, et je fais référence à l'article de Sybille Vincendon récent dans l'IB, qui dit pourquoi les logements sont de plus en plus petits et mal fichus. Et Pierre-René Lemas, qui a fait une mission sur l'habitat, insiste aussi sur cette exiguïté du logement, sur le fait que les plafonds sont encore plus bas qu'avant. Donc, il y a un souci de qualité au moment justement où on travaille chez soi, où le confinement amène à penser de plus en plus que le logement, c'est une sorte de terminal informatique où on vit seul et ensemble, et donc ça exige individualisation, isolement, vivre ensemble. Donc il y a un paradoxe entre les logements que nous créons, pas partout bien sûr, il y a des productions magnifiques, et les attentes sociales en la matière. Alors j'aimerais savoir comment l'un et l'autre, vous analysez la crise actuelle
notamment au regard de la pandémie, et si vous pouvez nous indiquer les raisons institutionnelles, financières, liées au mode de faire à la française, qui concernent ces crises. Peut-être d'abord Jean-Claude Trian, qui est un très très grand connaisseur des mécanismes du logement en France. Oui, je sais. Euh, oui, d'abord, peut-être qu'il faut dire que ça peut sembler paradoxal de parler de crise du logement en France, parce que Ariella le disait, ça fait des décennies qu'on en parle, on peut même dater ça à la fin du 19e siècle, donc ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Mais il me semble qu'aujourd'hui, par ailleurs, c'est une question qu'on s'est posée avec Pierre Madec quand on a commencé à réfléchir au petit livre, ce qu'on a appelé les crises du logement, c'est est-ce que c'est encore quand même pertinent dans un pays qui est un des pays dans lesquels il y a le plus de logements, hein, rapporté à sa population, un des pays dans lesquels on construit le plus, là aussi rapporté à sa population, et où les grands indicateurs de confort global, c'est vrai qu'on observe que les logements récents sont de plus en plus petits, et c'est véritablement un problème. Mais par ailleurs, voilà, la moyenne en France, c'est 40 mètres carrés par personne, ce qui semble être un chiffre étonnant, mais qui a aussi beaucoup à voir avec le vieillissement de la population, avec l'accroissement du parc de maisons individuelles, etc. Donc, tout ça étant réuni, ça peut sembler paradoxal de parler de crise du logement. Tout un ensemble de facteurs indiquent aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années que ces facteurs s'accentuent, qu'on a un accroissement des difficultés liées au logement, qui sont des difficultés qui sont largement liées à l'augmentation des prix immobiliers. Et au-delà de la question du foncier, parce que c'est une question qui touche tout le parc ancien, tout le parc existant, dans lequel la question foncière en tant que telle n'est pas la question primordiale. Mais cet accroissement des prix, il a progressivement évacué des parcours résidentiels, de la capacité à adapter ses conditions de logement, à accéder à la propriété, à avoir un logement plus grand, etc. Tout un ensemble de populations qui relèvent principalement des classes moyennes, classes moyennes inférieures, comme on dit, quoi, et autour du revenu médian, qui ont aujourd'hui beaucoup plus de mal à adapter leurs conditions de logement. Donc on a une baisse globale de la mobilité résidentielle, et qui est encore plus importante, puisqu'on parle des ménages populaires, disons, qui est encore plus importante dans le parc social. On a une sorte de paradoxe, par exemple, en Île-de-France, dans lequel on n'a pas cessé de construire des logements sociaux. Il y a quand même une activité soutenue, insuffisante probablement, mais quand même soutenue, de production de logements sociaux. Et pourtant, l'offre de logements sociaux en Île-de-France baisse. L'offre, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir chaque année d'attribuer des logements. Parce que les ménages qui sont dedans, les générations précédentes avaient fait le mouvement vers l'accession à la propriété, vers d'autres modes de vie, d'autres modes d'habitat, aujourd'hui sont bloqués. Et ça, cette illustration avec le logement social, c'est un des symptômes d'une montée globale d'inégalités liées au logement, d'inégalités sociales liées au logement, qui vont être des inégalités liées au statut d'occupation, entre des propriétaires qui vont finalement jouer entre eux en revendant, en rachetant, en faisant des plus-values, en bougeant autant qu'ils le peuvent, et des locataires coincés dans leur logement, avec aussi des disparités territoriales extrêmement fortes, qui peuvent se décliner à de nombreuses échelles, des disparités territoriales entre des villes à marché, ce qu'on appelle des villes à marché détendues, mais avec une vision un peu trop binaire, tendue-détendue, qui masque beaucoup, beaucoup de complexité et de disparités territoriales, mais en tout cas des villes dans lesquelles les ménages peuvent assez facilement encore faire leur choix résidentiel, dans d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Et puis aussi à l'échelle des grandes villes et des grandes métropoles elles-mêmes, on voit bien, les travaux de l'Institut Paris Région le montrent régulièrement, qu'en Île-de-France, les inégalités territoriales continuent de croître. Et que finalement, on le voit aussi que la montée de la production de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU
a fait qu'on a bien eu une certaine efficacité d'une meilleure répartition spatiale des logements sociaux, mais avec derrière tout un ensemble de ruses qui font que ces logements sociaux qui sont mieux répartis dans l'espace ne donnent pas forcément, n'aboutissent pas forcément à une réelle capacité sociale d'accès au logement pour les ménages défavorisés. Donc, et puis, voilà, première victime de ce schéma, me semble-t-il, les jeunes, les ménages les plus jeunes, qui sont ceux, je pense qu'on ne le dit pas forcément assez, qui sont ceux qui payent les logements les plus chers. Parce que les jeunes qui sont en début de vie professionnelle, qui sont massivement urbains, qui sont massivement locataires et qui louent massivement des petits logements, sont ceux qui, de fait, payent des logements qui, au mètre carré, sont les plus chers de tous. Et aujourd'hui, cette difficulté croissante qu'ont les jeunes à entrer dans un logement de qualité et avec un effort financier supportable, fait que le temps passant, ils vont se retrouver en quelque sorte en retard par rapport aux générations précédentes en matière de parcours résidentiel. Et donc, inégalité territoriale, inégalité sociale, inégalité générationnelle. C'est ça qui nous a amené à mettre un pluriel quand on a parlé des crises du logement dans notre petit bouquin avec Pierre Madec. Emmanuel. Alors, donc, enfin, moi, le terme de crise du logement, évidemment, je le partage. Mais je dirais aussi qu'il résonne parce qu'en fait, il y a une difficulté qu'on a en France, c'est qu'en fait, je pense pour une très grande majorité de nos concitoyens, se loger est toujours un parcours difficile. C'est-à-dire que je ne parle pas simplement des situations de personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui sont dans la très grande précarité. Mais il y a quand même une sorte de lutte pour entrer dans le logement social, pour accéder à la propriété, à l'accession sociale ou pour accéder à l'accession libre. Enfin, je veux dire, c'est difficile pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est un parcours extrêmement compliqué qui est évidemment lié à la cherté quand même. Dans beaucoup d'endroits où nous vivons, on est confronté à de la cherté du logement, à aussi du logement de très mauvaise qualité pour un prix très cher. Hein. Je pense que aussi les choses sont liées. Et puis, mais Jean-Claude l'a précisé, par exemple, il y a des jeunes qui n'ont connu que la difficulté à se loger, mais y compris quand ils ont 35 ou 40 ans, ils continuent à se la traîner. Et on ne peut plus exactement dire que ce sont des jeunes, ce sont des gens qui sont sortis de la catégorie jeune. Et donc, c'est aussi pour ça que cette crise, elle est usante et qu'elle est toujours là. Et elle a de multiples explications et de multiples facteurs, mais c'est sûr que c'est un problème. Je dirais peut-être deux choses sur ces crises-là. La première, ça a été un peu abordé, mais ce qui est un peu nouveau, je trouve, dans ces dernières années et qui est très lié en fait au renforcement du marché immobilier et en fait des fortunes qu'on peut se faire avec le patrimoine, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment des inégalités de patrimoine qu'on n'avait plus il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies. Alors certains d'entre vous ont les ouvrages notamment de Thomas Piketty là-dessus, mais aujourd'hui on retrouve en fait des vraies inégalités entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, et notamment un bien immobilier, et ceux qui en hériteront ou pas. Et y compris avec des inégalités, mais très, très fortes, extrêmement fortes, alors même qu'on peut avoir des parcours professionnels quasiment identiques. Ça, c'est quelque chose. En fait, le prix de l'immobilier a tellement augmenté dans beaucoup de régions, ce n'est pas le cas partout en France, mais c'est le cas pour une certaine partie des territoires, que ça a un impact très fort sur en fait, le creusement des inégalités de ce point de vue-là, et y compris des inégalités de départ. Le second sujet, on pourrait peut-être en parler comme une crise de la localisation. C'est un terme qu'on avait employé ensemble quand on parlait. C'est évidemment la question où est-ce qu'on habite en fait. Et on revient aussi au débat de début, c'est-à-dire est-ce qu'entre la très forte densification et l'étalement urbain, en fait, c'est l'un ou l'autre, ou est-ce qu'on peut faire autrement? Moi, je pense que c'est ça un des sujets. C'est-à-dire qu'on a eu des modèles d'étalement urbain, mais qui sont évidemment dramatiques dans ce qu'ils ont produit en termes de délitement social, sans parler de la consommation foncière et de l'empreinte carbone qui est folle et qui pose des questions. Mais en même temps, ça répondait à un désir très fort d'avoir un espace à soi, un espace intérieur et extérieur. Et on voit bien aujourd'hui combien ça revient
Enfin, comment d'un seul coup les Français retrouvent l'amour du lotissement, ce qui quand même on peut se poser des questions sur y compris le mal-vivre que ça peut avoir à d'autres moments. Et puis de l'autre côté, des visions parfois assez folles aussi, de schémas urbains avec une densité extrêmement forte, extrêmement élevée. Mmh. Même si quand même, et là je parle devant plein de gens qui en sont spécialistes, mais on le sait très bien. En fait, derrière le mot de densité, on dit plein de choses qui enfin, qui veulent pas vraiment dire grand-chose, y compris, on utilise ce terme-là pour en fait comme un épouvantail pour faire peur, alors que d'une part, on n'est pas dans beaucoup de nos territoires sur des densités très élevées. La vraie question, c'est plutôt, me semble-t-il, d'une part la promiscuité, c'est-à-dire, au-delà de la densité urbaine, c'est la question de l'espace que l'on a, chez soi, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se vit en tant qu'être humain chez nous, mais aussi en tant que piéton, en tant qu'habitant, d'un quartier, quel est notre espace et comment il est partagé avec d'autres, acteurs, par exemple, l'automobile, ou d'autres sujets. Et puis, vraiment la question de la taille des appartements, on l'a dit et des espaces pour vivre, la taille des chambres, les lieux en fait qui font qu'on peut avoir un lieu ch à soi dans sa vie familiale, est évidemment essentiel. Et là, très clairement, alors il y a eu le rapport de Pierre-René Lemas, il y a la mission là qui a été confiée, notamment à Laurent Girometti et la deuxième personne, j'ai oublié et Leclerc, voilà. Typiquement sur la qualité du logement, sur ce qu'on peut faire, sur comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Mais il me semble important d'en parler, d'autant plus que si on revient à la question de l'écologie et des enjeux environnementaux, une ville écolo, une ville qui va mieux respecter, qui va s'adapter aux enjeux du dérèglement climatique à terme, c'est une ville en fait qui est plus sobre et elle est plus sobre dans sa globalité. C'est-à-dire qu'elle doit moins consommer de foncier, moins émettre, moins consommer d'énergie et d'eau, moins émettre d'émissions de gaz à effet de serre, mieux se protéger par rapport aux variations de température, hiver comme été, mieux s'adapter aux courants d'air, au rafraîchissement et tout ça. Et donc, c'est aussi pour ça que aujourd'hui, monter un débat sur l'absence de relation à la nature dans beaucoup de territoires urbains. Et en fait, on traduit ça par: «Il ne faut pas densifier». Alors que parfois, et moi je le vois bien, y compris dans des programmes de renouvellement urbain, dans l'habitat social, parfois densifier des territoires et les concevoir différemment et remettre de la qualité urbaine, donc remettre de la pensée urbaine, de l'aménagement, une vision, travailler avec des urbanistes et des paysagistes, d'un seul coup, on retrouve, justement une qualité de vie et parfois même on peut accueillir plus de personnes dans ce même territoire, donc on retrouve aussi un partage. Donc et c'est sûr que cette question de la crise de localisation, et on le voit exprimée aujourd'hui par une restriction très forte sur les permis de construire et sur les projets, pose aussi évidemment des questions à l'avenir parce que, tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui aura des répercussions dans les années qui viennent, y compris sur l'accès à un lieu où on souhaite vivre, tout simplement. Merci Emmanuel. Alors nous avons un invité surprise à ma demande parce que j'ai lu le livre d'Anna Bourdin et de Pauline Sylvestre qui s'appelle «Du logement à la ville, ce que préfèrent les habitants», et ça me semblait une contribution intéressante à nos propos. Alors Alain Bourdin, sociologue, qui a déjà fait un 5 à 7 sur l'imprévisibilité, qui était en fait un levier pour faire la ville, donc a accepté de nous parler en 3 4 minutes de son ouvrage, Alain Bourdin. Merci Ariella, je suis très content d'être l'invité surprise de ce dialogue si intéressant. Euh, Évidemment, mon affaire est un petit peu différente de ce qui vient de se dire. Le promoteur Bouygues nous a posé une question toute simple qui est comment on peut communiquer avec les habitants quand ils ne sont pas là, avant qu'ils arrivent. Et bon, on peut expliquer pourquoi ils nous ont posé la question. C'est d'ailleurs très bien dit dans la préface du livre, mais ce n'est pas de ça que je vais parler de l'enquête qu'on a faite. Et donc, on s'est dit que si on cherchait les demandes d'habitants qui ne sont pas là, ça n'avait pas beaucoup de sens. Les attentes, ça peut avoir du sens si on est sûr de trouver ceux qui vont vraiment venir. Mais si on n'est pas sûr de qui va venir, il faut plus trop travailler sur les préférences, des choses un peu plus générales qui sont les systèmes de préférence des gens qui ressemblent aux futurs habitants. Et c'est donc là-dessus qu'on a fait notre enquête. Et il nous a paru important de raconter notre enquête
parce qu'une enquête, c'est un cheminement avec tout un tas d'étapes, des détails, etc. Et qu'aujourd'hui, je suis effaré quand je vois un certain nombre de sondages qui sont faits de questions mal posées et d'interprétations mal fondées. Et malheureusement, sur les sujets qu'on vient d'évoquer, il y a des sondages de ce type. Donc, on a essayé de raconter notre histoire. Alors, notre histoire, elle montre que les choses ne sont pas simples et que, là encore, comme pour beaucoup de sujets qu'on vient d'évoquer, la simplicité, c'est là le crime. La simplification, c'est là le crime. Et malheureusement, un crime qu'on commet tous les jours. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'il y a des systèmes de préférence, des profils de préférence, des familles, comme on voudra, qui correspondent à des grandes orientations, par exemple la recherche de la sécurité, ou par exemple, au contraire, la recherche de la convivialité, donc des choses assez basiques et qui structurent assez fortement la manière dont les gens vont à ce qu'on leur offre. Alors, au passage, on remarque qu'il n'y a rien d'automatique là-dedans, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on est cadre supérieur, jeune, vieux ou je ne sais pas quoi, qu'on est nécessairement ceci ou cela. Bien entendu, parmi les éco-conscients, il y a plus de femmes, il y a plus de diplômés, mais par exemple, il n'y a pas plus de jeunes, ce qui n'était pas du tout évident à nos yeux. Et donc, de la même manière, l'adhésion aux préférences, elle peut être plus ou moins forte. On peut être en plein dans un profil, ou bien un peu entre tous les profils. Disons, il y a 10% des gens qui sont complètement out, hein, qui raisonnent autrement. Mais après, dans les 90 qui restent, il y en a qui sont au cœur d'un profil, d'autres qui sont entre deux profils, d'autres qui se baladent un petit peu. Et donc, on ne met pas les gens dans des cases. Ça, c'est tout à fait important. Mais voyez, par exemple, pour justement l'environnement, l'écologie, on a 14% d'éco-conscients. Ça, c'est ceux qui sont partants. Et puis, mais j'ai fait faire un autre calcul après par mon sondeur qui montre que si on prend non seulement les gens qui sont partants vraiment, mais aussi ceux qui sont pas mal intéressés et ceux qui sont un petit peu intéressés, on arrive à 80%. Et avec seulement 20% de pas intéressés. Donc la question d'aménagement, d'ailleurs, hein, pour l'opérateur urbain, c'est avec lesquels je joue. Est-ce que je joue avec les militants, ceux qui veulent aller au bout, ou est-ce que je joue avec des mesures qui vont m'apporter 1%? C'est compliqué, la réponse est compliquée, mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Une autre chose qu'on a vue, et qui renvoie à ce qui vient d'être dit notamment par Ariela, c'est que ce qu'on achète, ce n'est pas seulement un logement, c'est de la ville. C'est une expérience de la ville. Et dans les gens qu'on a interrogés, on a qui sont très centrés sur le quartier, on a d'abord qui sont très centrés sur le logement, tout le monde, j'y reviendrai. On en a qui sont très centrés sur le quartier, puis on en a qui sont très centrés sur la ville. On a quand même 16% qui n'ont rien à faire du quartier, et ces 16%, en fait, ils agrègent plus de monde. Donc, on peut dire qu'il y a une partie significative des gens qui ne vivent pas à échelle quartier, mais échelle du logement, échelle de la ville. Et il faut toujours réfléchir à la manière dont on articule ces trois échelles, quoi qu'on fasse. Et puis, il y a un dernier point qui est le logement. On évoquait à l'instant justement la taille des logements. Nous, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est l'importance de l'intimité. Un certain nombre d'Américains nous ont raconté que l'intimité, c'était fini, qu'avec les nouvelles technologies, c'était du passé. C'est pas vrai. Il y a au contraire une demande, une attente d'intimité, une préférence pour l'intimité qui peut-être va se traduire dans des formes différentes de celles qu'on a connues précédemment, ça c'est sûr, mais qui en même temps exige un espace. Et on voit bien qu'il y a des manques, des insuffisances sur l'espace de l'intime qui se traduisent soit à propos de la taille du logement, soit aussi avec la question des extensions du logement, qui est une question assez intéressante, à commencer par le balcon, mais toutes autres extensions qu'on peut avoir. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on a constaté, qui nous amène à dire que il ne faut pas s'enfermer dans des catégories comme par exemple la ville de la proximité qu'on a évoquée. La ville de la proximité, ce n'est pas un cercle de 500 mètres, ce n'est même pas une temporalité du quart d'heure. La ville de la proximité, c'est des réseaux dans l'espace, des réseaux de proximité. Puis la proximité, c'est d'abord un type de pratique, un type de pratique dans le mode de vie, c'est-à-dire la facilité, la convivialité, la commodité.
Et ça peut dessiner des réseaux assez différents dans la ville. On peut avoir des réseaux que je vais appeler de proximité qui prennent un grand morceau de ville, et puis des réseaux de proximité vraiment dans la toute proximité géographique. Et puis de toute façon, moi je fais le pari à partir des enquêtes qu'on fait que personne ne peut se contenter de la ville de la proximité. Et que le problème, c'est de savoir ce qu'on met d'autre, ce que le autre représente, comment on organise tout ça. Mais l'enfermement sur la ville de la proximité, moi, ça me paraît bien difficile. Voilà, en gros, quelques-unes des idées qu'on a eues après cette enquête. Merci Alain, je pense que tu as mis en appétit le public qui va se procurer cet ouvrage qui est tout à fait passionnant, que j'ai beaucoup aimé. Je voulais signaler aux uns et aux autres que nous allons prendre en considération vos questions et qu'Aurélien Delpirou, qui est chercheur et qui est le nouveau secrétaire général du club, tout à l'heure capitalisera vos questions, ce qui permettra aux intervenants de répondre. Est-ce qu'on peut revenir peut-être à ma présentation dans l'image? Alain Bourdin vous abandonne. Non, je suis là d'ailleurs. Oui, je sais, mais tu es sur l'image alors que tu as terminé ta présentation. Merci beaucoup, Alain. Alors maintenant, tu nous as ouvert des perspectives sur les pistes d'action à développer. Et donc, je résumerai beaucoup en disant, faut-il construire? Comment agir? Quoi construire? Est-ce qu'il faut construire ou réhabiliter? Où et comment? Et la question écologique éclaire beaucoup le propos, parce qu'on évoque… aujourd'hui, il me semble qu'il y a quand même des contradictions entre les politiques publiques, parce qu'on parle de plus en plus, de réhabilitation. Or, quand on… juste un moment, parce que j'ai l'impression… On regarde les politiques publiques, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Parce que moi, j'ai découvert que pour un organisme HLM, un organisme constructeur, il est beaucoup plus facile de construire du neuf que de réhabiliter. Vous savez tout ça, moi je ne le savais pas, puisque l'organisme HLM emprunte sur 25 ans pour la réhabilitation, sur 50 ans sur la construction neuve. Et que de plus, aujourd'hui, pour que les organismes constructeurs puissent construire, il faut qu'ils vendent du logement. Et Rachid Kander nous dira peut-être tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué à Clermont-Ferrand que dans la région Île-de-France. Donc, quelle piste d'action tout de même pouvez-vous aujourd'hui nous offrir pour lutter contre les inégalités, pour surmonter la difficulté de la qualité des logements qui est insuffisante, pour également jouer de façon vertueuse, surtout sur la localisation. Et j'aimerais montrer le dernier livre de Pierre Vels qui s'appelle L'économie désirable et qui parle beaucoup d'habitat et notamment qui insiste sur le fait que la localisation est beaucoup plus importante que la qualité des matériaux, que l'isolation, et sans oublier que bien sûr il faut agir aussi sur ces leviers. Donc j'aimerais savoir quelles sont les pistes que vous dessinez aujourd'hui, l'un et l'autre, pour aller vers un logement égalitaire, de qualité et qui réponde à toutes les questions qu'on s'est posées au travers de ce débat. Alors, peut-être que pour essayer de répondre à cette question, je pense qu'il est intéressant de revenir à pourquoi c'est si important finalement d'être en capacité d'offrir à chacun un chez-soi. En tout cas, pour moi, il me semble que derrière cette question-là, c'est aussi qu'en fait, avoir un chez-soi où l'on vit bien, c'est aussi un moyen de se consolider personnellement et c'est ce qui permet aussi de s'autonomiser et de prendre sa place dans la société. Donc, c'est pas juste l'idée, enfin voilà, derrière l'idée d'un bon logement, qu'on puisse se loger, en fonction de ses revenus, c'est aussi derrière tout simplement pouvoir, voilà, avoir sa place, se consolider et marcher sur ses 2 jambes. Je dis ça parce que, c'est vrai qu'on parle très souvent des impacts du mal logement. Par exemple, il est très connu que le mal logement a un impact réel sur les questions de santé, mais y compris de l'échec scolaire. Et y compris beaucoup d'enfants, parce qu'ils sont en situation de mal logement, sentent un échec scolaire et donc ce mal logement aura un impact plus fort, dans la suite de leurs études. Mais au-delà de ça, c'est aussi participer à un tout et à une communauté. Et en fait, quand on est mal logé ou quand on se bat pour être juste, pour survivre dans un lieu, on est aussi exclu de cette communauté. Et donc, pour répondre à la question d'Ariela, qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, j'assume de dire il faut tout faire. C'est-à-dire que dans un territoire aussi vaste que notre pays, ce n'est pas une solution parmi d'autres. On a besoin, je pense aujourd'hui, d'une part d'assumer qu'il faut prendre à bras le corps les enjeux de répondre à la demande de logement abordable. Parce que si on a 2,2 millions personnes qui demandent en fait d'accéder à un logement social ou d'être en mutation, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à se loger ailleurs, hein. Il faut dire les choses très, très sincèrement, c'est qu'il y a une grosse partie de l'offre de logement qui n'est pas faite pour elles. Je dirais même qu'en plus, ça s'est accéléré parce qu'avec l'ubérisation des villes et des métropoles, on est en plus aujourd'hui sur du logement qui en fait n'est pas fait pour loger les gens qui font tourner les territoires, qui la font fonctionner tous les jours. Elle est faite en fait pour loger les winners de la mondialisation, c'est-à-dire des gens qui, en effet, eux, sont ultra mobiles, peuvent s'insérer professionnellement dans n'importe quelle métropole, peuvent travailler avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, et donc peuvent aussi ubériser totalement le marché de l'immobilier. Mais si j'en parle, c'est que vous savez, tous les combats qu'il y a dans les métropoles aujourd'hui sur la question des plateformes touristiques et tout ça, c'est surtout parce qu'en fait, ça nous a enlevé pas quelques centaines de logements, hein, c'est plusieurs centaines de milliers de logements qui ont disparu de l'offre locative et même d'accession. Et donc, ça pose des questions de justement pour qui aujourd'hui on fait la ville. Puis après, quand je dis qu'il faut tout faire, c'est qu'il faut assumer de construire dans certains endroits, de réhabiliter dans d'autres. On voit bien la mobilisation sur les centres-bourgs. La question de la dépollution des friches, on a beaucoup de friches aujourd'hui qui sont en fait pas utilisées parce que la dépollution est très chère, parce que les financements sont pas là, parce que parfois on ne sait pas faire non plus, il faut aussi le dire. On a des pollutions, quand il y a un siècle de pollution industrielle, on a beaucoup de mal à trouver des solutions. Il y a quand même des expériences formidables qui ont été portées sur ces sujets-là. Et puis il y a aussi des endroits où on va retravailler sur des reprises d'îlots par exemple d'habitat insalubre. Si je dis qu'il faut tout faire, c'est aussi parce qu'on n'est pas encore, je trouve, dans une situation très bonne d'un point de vue de la qualité du logement, quand même, dans notre pays. Là, je parle que de la France métropolitaine et je pense qu'on pourrait parler de manière un peu séparée de l'outre-mer. Mais la persistance des îlots d'habitat insalubre dans un grand nombre des métropoles, est-ce que vraiment, on peut encore enfin, il y a une sorte on va au-delà de l'indignité là quand même. Comment ça se fait que nous ne sommes pas capables de sauver ça? Il suffit de parler de Marseille pour bien savoir de quoi on parle, quand même. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a besoin derrière de politiques, de construction et de retricotage, de tout cela. Heu il y a ensuite évidemment la question de l'accès au logement social et si le logement social a autant de succès et de demandes, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il permet à des gens qui travaillent et qui ont un salaire médian, c'est-à-dire en fait le SMIC, parce que c'est quand même ça en fait la très grande majorité des Français, c'est qu'ils vivent avec le SMIC et qu'aujourd'hui, il n'y a que le logement social qui leur offre un loyer dans lequel ils ne vont pas se ruiner à se loger. Et donc, je pense que c'est évidemment ces questions-là qui peuvent nous permettre de répondre à ça. Mais derrière, ça veut dire aussi assumer en fait qu'on est sur une mobilisation générale et tout azimut. Et c'est bien peut-être aussi une de nos difficultés françaises, c'est qu'on est souvent dans un discours, je trouve, de la simplification où finalement, il faudrait faire soit le parc privé, soit le parc social, soit ceci, soit cela, et ne pas assumer une politique globale. Elle est globale, enfin je veux dire, elle est globale dans le sens où elle doit être multiple. Et par ailleurs, il faut que ça soit une politique adaptée au territoire. Et là-dessus, moi-même, parce que j'ai évidemment un tropisme francilien, hein, je suis élue locale d'Île-de-France, donc j'ai l'habitude de parler beaucoup des zones tendues, mais sur nos questions justement d'habitat, et y compris des enjeux écologiques, c'est une question qui se pose dans tous les territoires. Aujourd'hui, on a besoin de recoudre du territoire, de refaire des choses dans des territoires totalement détendus, mais qui ont besoin qu'on refasse 3 ou 4 logements pour être attractifs. On a besoin parfois de reprendre un centre-bourg, même petit. Et c'est aussi une de nos difficultés, c'est qu'on n'est pas. Il ne faut pas qu'on arrive à des histoires de territoires oubliés qui seraient en fait oubliés justement de cette qualité urbaine et de l'approche globale. Et notamment parce qu'il y a des besoins de logement dans tous ces territoires. On est très focalisé sur les besoins exprimés dans les zones les plus densifiées où il y a le plus de population, mais on voit aussi qu'il y a des territoires, et on le voit bien là avec la redistribution sur les villes moyennes, il y a des enjeux de l'attractivité dans des territoires dits de second rang, où pourtant il y a un besoin très fort. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait il faut faire plus, et donc ça veut dire quand même derrière, et je m'en arrête là, bah, on a parlé de qualité, ça veut dire aussi assumer qu'on a besoin de plus d'architectes, de plus de paysagistes et d'urbanistes dans la pensée. Je ne parle pas simplement dans le faire, mais dans
dans la pensée de ce qu'on va faire pour ces territoires. Et donc, ça veut dire aussi que les élus doivent apprendre à s'entourer plus et sur la durée, et pas simplement pour faire un coup ou deux. Voilà. Merci. Jean-Claude? Oui, merci Emma de dire qu'il y a besoin de plus d'urbanistes. On va œuvrer, enfin on continue d'œuvrer en la matière. Non, je totalement d'accord avec l'idée qu'il faut tout faire. Je crois que c'est une réponse qui semble aujourd'hui évidente. Et quand on dit il faut tout faire, c'est aussi une façon de sortir d'une acception des politiques du logement qui, encore trop souvent, repose exclusivement sur la production neuve, sur la construction de logements neufs. Cela n'est pas pour dire qu'il ne faut pas construire de logements neufs, bien au contraire, mais pour se poser plus précisément la question de pourquoi construire des logements neufs. Et le pourquoi construire des logements neufs, les réponses à cette question-là, elles sont dans l'existant. Elles sont dans ce qui, dans l'existant, dans l'ensemble du parc, dysfonctionne d'une façon ou d'une autre. Trop cher, trop petit, en mauvais état, etc. Et c'est ça qui justifie, comme le disait Emmanuel Cos, là-dessus, je pense que, comme sur beaucoup de choses, on va encore être d'accord. Il faut probablement construire des logements partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de villes dans lesquelles la construction de logements neufs n'aurait pas d'utilité. Mais parfois, c'est simplement pour remplacer, pour recentrer, pour contribuer à la rénovation du parc. Voilà. Mais c'est sur la base d'un bon diagnostic finalement de ce qui ne fonctionne pas dans l'existant. Parce que l'essentiel quand même du marché du logement, il est dans l'existant. L'essentiel de la problématique de la transition énergétique, elle est dans le parc existant. Elle n'est pas dans la production neuve qui, en quelque sorte, ne pose pas de problème majeur. Et si on regarde le parc de logements existants, certes, il y a les logements sociaux, on en a parlé, on a dit... et c'est vrai que parfois dans le calcul économique des bailleurs sociaux, ça se voit bien que parfois c'est plus cher de rénover que de démolir et de reconstruire. Mais je dirais que comparativement avec le reste du parc de logement, la rénovation, la mise à niveau, la réhabilitation du parc social est relativement facile parce qu'elle est maîtrisée par des acteurs qui sont des professionnels, qui connaissent, qui ont un certain nombre de financements, qui ont des moyens, des moyens qui ont été un peu rognés ces derniers temps, certes, mais qui sont quand même en capacité de faire. Le problème, me semble-t-il, c'est le reste. C'est justement tout le reste. C'est tout le parc de logements qui n'est pas aujourd'hui social et qui appartient aujourd'hui très massivement, presque exclusivement, à des particuliers, à des personnes physiques d'âge divers, plus souvent âgés que jeunes, en termes de propriété bien entendu, et dont les moyens pour mettre à niveau sont extrêmement divers. Et là, si on revient à la question de la transition énergétique et des besoins de travaux dans les logements, je pense qu'il faudra, dans les années qui viennent, être extrêmement attentif à la très, très grande diversité des capacités, des volontés, certes, dans une certaine mesure, mais aussi des capacités des propriétaires à faire les travaux et à financer ce qui doit être financé au-delà des aides publiques, parce que là encore, et je reprends la thématique qui a été évoquée par Emma Coste tout à l'heure sur la question patrimoniale, la question de la rénovation énergétique va très probablement creuser les inégalités patrimoniales entre les propriétaires de maisons individuelles, des années 60, 70, 80, qui ne sont pas toujours d'une qualité extraordinaire, pour le dire gentiment, et ceux qui sont dans des copropriétés, dans des immeubles faubouriens, dans lesquels la rénovation va être extrêmement compliquée. Peut-on dire, après tout, tant pis, ce patrimoine, il ne vaut plus rien, donc on démolit, on reconstruit la ville sur la ville, mais quid du patrimoine, quid de l'accumulation qui a été faite par ces personnes pendant toute leur vie en achetant leur logement. Donc là ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, c'est jamais des fatalités. Après, il faut mener des politiques publiques pour avancer, mais je pense qu'il y a là
un facteur de risque à terme autour de ce qu'on appelle la valeur verte des logements quoi, et des propriétaires. Et puis, moi, je voulais aussi dire que j'étais assez content de voir que quand on parle de construction neuve, on ne parle plus de cette idée saugrenue, un peu magique, du choc de l'offre, par lequel, quand on va construire 50 000 logements de plus, ça va être formidable parce que ça va faire baisser les prix à Paris et dans les grandes métropoles. Je dirais que l'expérience de toutes les métropoles en France montre plutôt le contraire, c'est-à-dire que plus on construit sans faire très attention à ce qu'on construit, plus les prix augmentent, et que donc la notion de choc de l'offre n'est pas la bonne. C'est-à-dire que justifier la production neuve par l'idée d'un choc de l'offre, c'est en fait une façon d'aller dans le mur. Et il me semble que dans un certain nombre de métropoles, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça s'est traduit politiquement. Avec toutes les inquiétudes qu'on peut avoir et que Emma a déjà évoquées sur ce sujet. Un grand merci. Vous avez posé des questions absolument passionnantes et avec des témoignages de grande qualité. Je suis très heureuse de ne pas avoir à en faire la synthèse comme la fois précédente, puisque Aurélien Delpirou, avec l'aide d'Antoine Pochon, très récemment nommé docteur, et brillamment, qui capitalise nos séances, ils ont tenté de faire une synthèse de vos questions. Alors, Aurélien, à toi de nous expliquer brièvement les questions qui sont posées. Merci beaucoup, merci Ariella, merci à toutes et tous. En effet, en réalité, il y a eu un véritable débat qui s'est organisé sur la page Converser et j'invite chacune à chacun à en prendre connaissance. C'est assez difficile d'organiser les questions, remarques, précisions qui ont été formulées, mais je vous propose de commencer de manière finalement assez simple par des questions qui nous avaient été posées en amont de la réunion et qui ont été reformulées, sur lesquelles les participants aimeraient vous entendre la taille des logements, vous en avez parlé, les normes et le prix. On voit qu'il y a finalement un lien entre ces trois dimensions. Et on lit des choses assez diverses dans les commentaires. Est-ce que c'est toujours plus cher de construire en France aujourd'hui qu'auparavant? Est-ce que c'est beaucoup plus cher de construire en France du neuf que dans nos pays voisins? Est-ce que le rapport finalement entre le coût et la taille évolue? Est-ce que c'est lié, et ce serait une façon de boucler la boucle, à des normes qui seraient peut-être plus pesantes que dans d'autres pays? Voilà, quelle est la situation en la matière? Et vous voyez que derrière se pose la question justement du choix qu'ont les opérateurs entre construction neuve, démolition, reconstruction et réhabilitation. Est-ce qu'on peut revenir sur des éléments de cadrage en la matière? Merci. C'est vraiment très simple, Aurélien. Je pense qu'on pourrait rester ensemble toute la soirée, mais pourquoi pas. Il y a plein de sujets. Alors, sur la question des coûts de construction, on a des données qui nous montrent que les coûts actuels augmentent. Mais ce n'est pas qu'un exemple français, on le voit aussi dans d'autres démocraties comparables, notamment en Allemagne, et ce n'est pas nouveau. On a néanmoins, par ailleurs, en France, des coûts de construction assez élevés. Mais dans l'économie du logement, de la construction neuve, il faut quand même dire que ce qui a augmenté le plus, alors là, je parle pour le logement social, mais je pense que c'est à peu près similaire sur le parc privé, c'est qu'on a des coûts du foncier qui, eux, par contre, ont particulièrement augmenté, avec un surenchérissement de ces coûts-là, et puis des enchères. Alors, certains d'entre vous le disent, il y a une concurrence accrue de tout le monde. Et là, je peux même vous dire entre nous, on est quelques centaines, il y a actuellement des enchères dingues sur des programmes immobiliers, y compris qui expliquent que parfois le logement social a perdu des agréments, parce qu'en fait,
On a perdu dans des négociations avec des territoires face à des promoteurs privés ou des producteurs de logements intermédiaires qui ne fait pas du logement HLM, un logement intermédiaire. Je rappelle, c'est un revenu qui est plus élevé, il n'y a pas les mêmes obligations. Donc ça a en fait un impact très fort sur le coût du projet. Sur les coûts de construction, moi, je fais toujours attention à l'idée que les coûts de construction seraient liés à des normes supplémentaires. Il y a un peu de ça, il y a des sujets de matériaux et puis il y a aussi des sujets de marge. Le gros sujet qu'on ne peut jamais mettre en matière d'économie de la construction, c'est quand même qui marge et où et quand et qu'est-ce qui fait qu'une opération est très chère. Alors, j'ai vu que certains parlaient notamment des opérations de défiscalisation et de l'outil de défiscalisation. C'est vrai que quand vous avez une défiscalisation, il y a des intermédiaires financiers qui prennent des marges et qui surenchissent d'autant le coût du logement. Donc, on peut se poser des questions évidemment comme ça. Il y a quand même après des choses qui sont réelles. Si les tailles des logements ont été réduites, dans le privé comme dans le social, c'est quand même parce qu'en fait, le foncier étant plus cher, on rentabilise mieux les projets, donc on fait moins d'espace, entre guillemets, jugé parfois superflu, mais comme je crois que c'est Ariella qui m'en avait parlé il y a quelques semaines, il y a 20 ans ou 30 ans, dans le logement social, on avait un surfinancement si on mettait des placards, des KGB et des trucs comme ça. Et ça n'existe plus, alors qu'on sait que c'est un élément du confort. Et voilà. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'au-delà des enjeux de la norme, là, il y a tous les débats sur la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 pour l'avenir. Moi, actuellement, ce qui m'effraie un peu, c'est qu'on est obnubilé par les normes ou par les classes énergétiques, que ce soit notamment dans le neuf ou dans la réhabilitation. Mais parfois, vous avez des appartements qui sont en F et G, donc qui sont considérés comme des passoires énergétiques, mais pour des tas de raisons, les gens, ils y vivent bien. Et moi, je ne voudrais pas qu'on oublie la question du confort. Il y a peu de temps, un bailleur social me racontait que sur un programme de réhabilitation extrêmement poussé qu'ils analysaient en comité projet, la question qu'avaient posée les locataires au départ, c'était qu'on leur refasse le hall d'immeuble et notamment l'accès aux boîtes aux lettres. Bon, à la fin, ils ont pris une réhabilitation avec un gain de 3 classes énergétiques et tout ça. Et vous savez ce qui n'a pas été prévu en fait dans la refonte de ce projet, c'est en fait le hall d'immeuble et l'accès aux boîtes aux lettres, qui était un endroit névralgique de la vie quotidienne de ses habitants. Donc, il faut aussi qu'on pense à ça, c'est que on n'ait pas ce prisme norme performance. Enfin, la performance du bâti, elle est formidable, mais si on n'y vit pas bien et si on n'a pas assez d'espace, ça changera. Enfin, on vivra mieux en termes de dépenses énergétiques, mais on ne vivra pas obligatoirement très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu en fait aux questions d'Aurélien, mais c'est impossible de répondre complètement. Voilà. Oui, moi, je peux essayer aussi sans avoir une réponse complète, mais sur la question des normes, il y a quand même un certain nombre de travaux menés récemment qui montrent que la relation directe établie par un certain nombre d'acteurs entre plus de normes égale des logements plus chers à la fin est une relation en fait assez fragile et que en fait on n'arrive pas à prouver. Il y a le CEREMA a mené un certain nombre de travaux là-dessus. Il y a une thèse de Lucille Bavet qui a fait ça au CEREMA aussi, qui vraiment partait avec l'idée je vais démontrer l'impact des normes sur les prix immobiliers. Et en fait, elle n'y est absolument pas arrivée. Alors, elle n'a pas non plus directement démontré le contraire, parce que c'est compliqué à faire, de construire des relations de cause à effet, mais ce qu'elle a plutôt montré, c'est que les coûts de construction et les prix de vente finaux étaient des résultats très simples, finalement, de mécanismes de marché. C'est-à-dire que tant qu'il y a des acquéreurs pour acheter à ce prix-là, ou tant qu'il y a des promoteurs ou des bailleurs sociaux, enfin des maîtres d'ouvrage pour payer ces prix de construction, eh bien, ces prix se font. C'est le même raisonnement pour le foncier. Donc, le problème tel qu'il se pose, c'est que la production neuve, aujourd'hui, finalement réservée dans une large mesure, je laisse de côté le logement social, mais pour le reste, réservée dans une large mesure à des ménages qui ont des moyens largement supérieurs au revenu médian, qui soient investisseurs et qui soient accédants à la propriété, aujourd'hui exclut une partie des acquéreurs potentiels. Mais je dirais que tant qu'il y a des clients, il n'y a pas de raison de pratiquer des prix plus bas. Et
c'est pas une explication par les normes, me semble-t-il. Sur la question du rapport entre le coût et la taille du logement, là, vraiment, je le pose vraiment comme une question. Est-ce que c'est une réalité technique? C'est-à-dire, est-ce que techniquement, et ça c'est probablement plutôt des architectes qui peuvent le montrer, on peut imaginer qu'à coût égal, on pourrait faire des logements un peu plus grands, parce qu'effectivement, il y a un problème de taille des logements, pour les raisons notamment qu'expliquait aussi Alain tout à l'heure. Est-ce que ça n'est pas aussi parce que finalement tous nos modèles économiques, toutes les façons de calculer reposent sur des mètres carrés et sur des coûts au mètre carré, et que dans ces conditions-là, à partir du moment où tout fonctionne là-dessus, c'est vrai aussi pour le coup pour les loyers des logements sociaux, si tout fonctionne sur des coûts au mètre carré, forcément, plus de mètres carrés égale plus cher, et égale plus de difficultés pour en payer le prix pour les plus modestes. Alors, si je me permets, parce que j'ai vu d'autres questions sur le foncier, notamment une de Pierre Vels et d'autres sur la régulation foncière. En plus, là, il y a plein d'aménageurs autour de la table. Enfin, oui, il y a des outils, hein. Il y a quand même des outils. Après, y compris des aménageurs publics, ne les mettent pas toujours en place, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que, je ne veux pas être provocatrice, mais il y a quand même des endroits où tout le monde profite un peu de la cherté du foncier et tout le monde en profite un peu. Je veux dire, l'État en profite, y compris à travers ses aménageurs publics, parce que l'État demande une économie des programmes et donc veut un retour d'investissement. On a vu des aménageurs privés comme publics qui ont décidé de bloquer les charges foncières, de les assumer, donc de faire de la concurrence, non pas sur la question du prix, mais sur la qualité des projets proposés. Je le dis aussi, une des grosses difficultés, vous en avez parlé, certains d'entre vous dans vos questions, c'est en effet la VEFA pour les bailleurs sociaux, où on a quand même trop d'offres en VEFA et nous demandons à avoir plus de maîtrise d'ouvrage direct. Et je le dis franchement, sur les macro-lots, comment ça se fait que sur les macro-lots, vous imposez aux bailleurs de faire tout le temps de la VEFA? Enfin, on est capable de produire dans les macro-lots des programmes de logement, quoi. Il y a un moment aussi, je pense que tout le monde cherche de la simplification et parce qu'évidemment, ça multiplie à chaque fois les partenaires. Donc, il y a quand même on a fait d'énormes progrès. On a créé les établissements publics fonciers, on se pose des questions sur les friches industrielles, il y a les dispositifs de l'ADEME et tout ça, donc on peut le faire. Et sur le deuxième sujet qui est posé, là, sur les questions d'arbitrage entre démolition, reconstruction, alors je ne parle pas de l'habitat individuel et tout ça, mais en tout cas, dans le logement social, on se pose beaucoup la question aujourd'hui. Très clairement, au niveau de l'empreinte carbone, et vous le savez tous, aujourd'hui, démolir, ça a non-sens. C'est-à-dire que de toute manière, une réhabilitation sera toujours plus vertueuse d'un point de vue carbone en termes de démolition. On ne peut pas toujours le faire, y compris par rapport parfois à une qualité du bâti qui est absolument mauvaise. Et je ne vous parle même pas du sujet amiante, qui est en soi un sujet dont on pourrait passer des heures ensemble. Mais ce qu'a dit Aurélia tout à l'heure est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand on n'est pas en programme de rénovation urbaine avec des financements spécifiques, si on réhabilite et qu'on cherche à faire y compris de la régénération, c'est-à-dire quasiment en fait de garder l'ossature, mais de tout refaire, de tout repenser, donc quasiment de faire un immeuble neuf sans le démolir, on n'a pas les financements adaptés. Et c'est des choses sur lesquelles moi je me bats pour essayer de trouver en fait des moyens que l'on puisse lisser les réhabilitations pas à 25 ans mais à 60 ans, comme le neuf, qui nous permettent justement d'avoir d'autres, parce que c'est vrai que parfois c'est beaucoup plus simple de faire tomber un immeuble. Économiquement, on s'en sortira mieux. Et donc, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est malheureusement la conclusion qu'on prend parfois. Aurélien, retour aux questions. Oui, ben, je vous remercie. En effet, déjà que c'est difficile de faire la synthèse, alors c'est encore plus difficile de répondre à la synthèse des questions. Mais merci Emmanuel, parce que vous avez pris finalement à la volée un certain nombre de questions, on va dire plus directement liées au champ des aménageurs qui vous ont été posées. J'essaie un petit peu de regrouper là un ensemble de questions sur un thème que vous avez un peu abordé autour de la propriété. Alors, il y a un certain consensus, hein, on voit dans les commentaires sur le fait qu'on a tout un système aujourd'hui économique, politique et culturel hein, qui est très favorable à l'accession à la propriété. Quels sont finalement les effets pervers aujourd'hui de ce système, y compris sur la qualité des logements, y compris parfois sur la situation de certains ménages? Nicolas Binet
évoque dans une formule assez choc les losers de l'accession, hein, donc ceux qui se constituent un patrimoine, mais dans des endroits qui ne bénéficient pas de dynamique appréciative en matière de logement. Et puis enfin, il y a eu aussi beaucoup de remarques sur comment on essaie d'évoluer vers des formes de mutualisation, des formes de partage, à la fois du logement, des espaces, des communs, des services publics, et dans quelle mesure ces évolutions peuvent être encouragées, hein, et contribuer à apporter des réponses innovantes. Est-ce que vous pouvez répondre brièvement de façon à ce qu'on puisse intégrer encore quelques sujets, parce que vous ne répondrez pas à tout, mais il y a encore quelques sujets sur notamment la gouvernance, la régulation du marché foncier, la question également de la défiscalisation, les personnes âgées. Donc je doute que vous puissiez répondre à tout, mais voilà, on espère que vous pourrez le faire. Bon, en tout cas, moi, ça me réjouit de voir cette effervescence, même si on est tous un peu éloignés. C'est en fait très agréable de voir toutes les questions que ça nourrit. Voilà. Sur les losers de l'accession, enfin, tous ces sujets-là, bon, on les connaît. On a quand même. Enfin, le problème, c'est qu'on schématise tellement les choses, en fait, dans nos politiques publiques, qu'en gros, soit on rentre dans le logement social, soit on doit devenir accédant. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'on a des drames sociaux absolument terribles, hein. Il y a d'une part les copropriétés dégradées qui ne sont quand même pas une mince affaire, qui sont aussi liées à des constructions de copropriétés avec des gouvernances défaillantes et puis quand même dans plein d'endroits des bâtis entre nous qui étaient absolument dégueulasses quand ils ont été bâtis. Donc en fait, 30 ans plus tard, ben, ils vivent très mal. Mais il y a aussi ce qui est dit, moi j'aime bien l'expression en effet des losers de l'accession, c'est-à-dire que un mauvais projet urbain, ça reste un mauvais projet urbain. Et donc, des gens qui se retrouvent propriétaires d'un bien qu'ils auront du mal à vendre ou qui n'est pas dans une qualité urbaine forte, évidemment, ça va être très difficile pour eux. Et c'est aussi pour ça que ce mantra qui serait que pour aller mieux dans sa vie, il faut être propriétaire, en fait, ça va beaucoup à rebours, y compris de ce qu'on voit aujourd'hui sur les enjeux de la mobilité, en termes de travail. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a des territoires où actuellement on est dans des déprises économiques assez fortes et en fait les personnes qui sont propriétaires de leurs biens se retrouvent en très forte difficulté. Donc c'est peut-être vrai aussi que je pense que trouver des systèmes qui permettent en fait à des ménages d'accéder, mais peut-être en se ruinant moins et y compris d'avoir une offre locative privée beaucoup plus forte qui permettent en fait à des ménages d'être un peu plus mobiles et moins enferrés sur les questions des crédits et tout ça. Et à mon avis, évidemment, une des solutions. Sur la mutualisation, les partages et tout ça, c'est quand même un phénomène qu'on voit beaucoup. Alors, chez les bailleurs sociaux, comme je trouve chez les promoteurs privés, on a quand même un enjeu, vous le savez, c'est dans les immeubles collectifs, on n'arrive pas du tout à louer les rez-de-chaussée pour des tas de raisons. Et donc, c'est vrai qu'on recherche constamment de voir comment est-ce qu'on peut concevoir autrement ces espaces de rez-de-chaussée. Et au-delà de ça, en tout cas chez les bailleurs sociaux, on est de plus en plus dans l'idée qu'en tant que bailleur social, on ne peut pas simplement loger. On doit amener aussi d'autres services à nos locataires. Et donc, ça passe aussi, en effet, par parfois l'accueil de services, l'accueil de partage en commun, de travailler à cette mutualisation au sein d'un collectif. Mais c'est un peu, on va dire, l'extension de notre mission sociale, et y compris, moi, une de mes batailles, c'est que les bailleurs sociaux aient bien conscience que leur métier n'est pas juste de loger, et on a des obligations sociales, par nos valeurs et par nos missions confiées par l'État, qui sont évidemment assez importantes. Oui, moi, je peux peut-être revenir sur cette question des losers de la propriété. Effectivement, on parle beaucoup des copropriétés en difficulté. Je pense que on sous-estime la problématique de la maison individuelle et des perspectives de valorisation ou de dévalorisation des maisons individuelles, qui me semble être une question importante pour l'avenir. Cela étant, là aussi, tous les propriétaires ne sont pas des losers, loin s'en faut. Et il y a aussi un certain nombre d'avantages à la propriété, notamment avec l'âge. Être propriétaire de son logement, ne plus avoir de loyer à payer au moment où on passe à la retraite,
ou quand on en arrive pour certains à la dépendance et qu'il va falloir financer un séjour en EHPAD, le fait d'avoir un bien immobilier à vendre peut être un atout. Hein. Ça constitue quand même une épargne qui est importante dans la perspective de la retraite et dans la perspective de la vieillesse. Il y avait des questions sur la vieillesse, ça fait aussi partie, me semble-t-il, des questions dans un contexte dans lequel la solidarité nationale n'est pas à son meilleur, hein, me semble-t-il. Bon, et puis il y a, je pensais qu'Emma allait en parler, il y a les formules nouvelles d'accession à la propriété qui sont celles des organismes fonciers solidaires et du bail réel solidaire, qui est une innovation qui me semble particulièrement intéressante, même si je ne suis pas sûr que ça générera un effet absolument massif ou une véritable transformation à long terme de ce qu'est la propriété du logement, avec cette différenciation, enfin cette séparation entre le foncier et le bâti, mais qui, je pense, dans pas mal de cas de figure, peut être une vraie piste de développement pour une autre forme de propriété qui, par ailleurs, assure une pérennité, assure l'absence de spéculation ou de plus-value spéculative, mais assure une pérennité d'un statut social à des logements en accession à la propriété. On voit le succès de la formule avec des créations d'organismes fonciers solidaires un peu partout sur le territoire. Il faudra d'ailleurs, à mon avis, les regarder avec attention parce qu'il y a derrière ça des motivations assez diverses, surtout depuis que ces logements sont comptabilisés dans les quotas SRU. Ils peuvent inciter un certain nombre de communes à préférer des formules d'accession à la propriété plutôt que des logements locatifs sociaux. Mais il me semble qu'il y a là une piste intéressante pour l'avenir. Merci Jean-Claude. Alors, dans le même esprit, Rachid Kambert, qui dirige une énorme société qui marie l'urbanisme, l'aménagement et puis le logement social, revendique la possibilité, comme pour les maisons individuelles, il dit on ne peut pas combattre la maison individuelle parce qu'il y a des maisons individuelles qui sont vendues prêtes à finir, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Donc, ce serait bien que vous intégriez cette question. Mais je voulais juste, avant qu'Aurélien reprenne aussi le fil des questions, faire un petit détour par les Pays-Bas, parce qu'on a deux contributions de Tania Conco, d'une part, qui est française, mais qui travaille, qui est basée à Amsterdam, et qui nous alerte sur un certain nombre de sujets que je vais évoquer, et Hans Tollen, avec lequel j'avais monté l'atelier projet urbain sur cette ville mythique de Breda, réputée la plus durable aux Pays-Bas. Alors, en fait, ils ont des points de vue un peu différents, dans le sens où Tania dit, avec les mêmes problèmes, un coût du foncier qui est le même aux Pays-Bas, ben, on construit 15% moins cher. Alors, il y avait une grosse analyse à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui a montré que c'est certainement l'intervention en France des majors et du fait que tous les lots sont regroupés, donner un major qui fait monter les prix. Comme ça, moi, je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est qu'il faudrait arriver à produire du logement pour tous, comme on fait aux Pays-Bas, en maîtrisant les coûts, avec une meilleure répartition des postes et une vraie recherche au niveau européen des causes de ce coût excessif du logement français. Et Hans Tollen, lui, est un peu moins optimiste dans le sens où il dit que les Pays-Bas ont abandonné leur politique du logement et qu'il y a eu une montée des prix et une dégradation de la situation et qu'aujourd'hui, le gouvernement doit s'atteler aux Pays-Bas à remonter une politique du logement. Donc, c'est amusant parce que, évidemment, l'herbe est toujours plus verte ailleurs et on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans la mission Leclerc-Girometti, j'ai parlé avec Leclerc aujourd'hui, c'est qu'ils vont travailler avec les pays voisins pour voir comment on fait. Parce que chacun des pays a des innovations qui ne sont pas les mêmes. Donc, si vous pouviez réagir à cette question, ce serait bien, avant qu'Aurélien reprenne le fil des questions et puis on passera à la conclusion. Alors moi, je dois avouer quand même ma méconnaissance assez grande de la politique hollandaise en matière de logement. Par contre, hélas, j'ai bien connu l'activisme hollandais contre le logement social devant les instances européennes pendant une décennie. J'en parle parce que ça a été
Une des grandes difficultés qu'on a connues ces 10 dernières années, en fait, on a tourné la page maintenant, mais pendant à peu près 10 ans, le logement social français a été attaqué par les pays anglo-saxons et en premier lieu les Pays-Bas, en estimant qu'en fait notre système, qui est un système, vous le savez, où on a accès à des prêts particuliers et une TVA réduite et qu'on a en échange en fait des obligations fortes en termes de relogement de public prioritaire, de gestion urbaine de proximité, de mission sociale assez forte. On a eu un contentieux très lourd qui nous a pris évidemment beaucoup de temps et sur lesquels nous étions en fait mis en cause quasiment en fait, alors que beaucoup d'autres pensent que notre système est quand même un moyen de répondre justement à des enjeux de cherté du logement et de dérégulation. Et je vous dis ça parce que les choses sont en train de totalement changer et qu'y compris maintenant au niveau de l'Union européenne, le logement social est plutôt mis en avant comme étant un des outils pour le logement abordable. Évidemment, ce n'est pas le seul. Et y compris moi-même, j'ai été sollicitée par des acteurs aux Pays-Bas, mais aussi en Angleterre avant qu'il y ait le Brexit, mais aussi en Allemagne, pour leur expliquer, par exemple, le système de la loi SRU, les systèmes justement de retrouver un équilibre. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez intéressant. Je veux quand même dire que dans le retard français, et il en parlait tout à l'heure, Jean-Claude, c'est qu'il y a quand même beaucoup de territoires où se loger, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile qu'on soit avec un petit salaire, qu'on soit une famille, ou même qu'on soit avec des salaires assez élevés. Donc quand même, il faut quand même qu'on s'interroge sur comment ça se fait qu'on n'est pas capable depuis 30 ans de répondre aux évolutions de nos populations et ses besoins. Il y a vraiment des sujets démographiques, il y a certainement un retard sur la perception de nos modes de vie et du nombre d'espaces dont nous avons besoin, les familles monoparentales et tout ça. Mais je voyais aussi là un tweet, un message dans la conversation de quelqu'un qui disait: est-ce qu'il n'est pas un peu ubuesque qu'on travaille toute sa vie pour acheter un logement et finalement après on va le vendre pour aller en EHPAD? C'est peut-être pas ça le parcours obligé. Moi, je sais que par exemple, avec beaucoup de bailleurs sociaux, nous on réfléchit aujourd'hui à ce qu'on n'aille plus en EHPAD, mais que l'EHPAD vienne chez soi. C'est-à-dire qu'aussi, les services de soutien à la perte d'autonomie, ils arrivent dans son logement qu'on a et pas que la personne soit sortie de son environnement pour être complètement coupée en fait, de ce qu'elle connaît. Donc, il y a peut-être aussi des choses à inventer totalement et dans laquelle la place de l'habitat, finalement, aurait la place centrale et ne serait pas juste un à côté par rapport à d'autres enjeux. Voilà. Peut-être qu'on passe directement à la question d'après qui sera la dernière, parce que je ne voudrais pas vous retenir plus qu'1 heure et demie. Aurélien ? Oui, alors, ça sera la dernière pour ce soir, mais évidemment, toute la matière collectée est riche de réflexions futures, donc on la prendra en compte. Il y a eu tout un ensemble de questions autour du sujet de la gouvernance. Donc, ça serait sans doute intéressant que vous nous disiez ce que vous en pensez. Aujourd'hui, voilà, l'état des lieux un petit peu de la gouvernance du logement en France. Il y a des questions sur la remise en cause de la planification, par exemple, les PLH, leur rigidité. Il y a des questions sur le système d'acteurs global du logement, avec des acteurs qui ne se parlent pas forcément et qui n'arrivent pas à finalement être réunis sur la même table. Et puis, il y a des questions autour de la territorialisation de la gouvernance et notamment de la production de logements par type de territoire. Qu'est-ce que vous voyez comme piste intéressante à saisir autour de ce sujet? Merci. C'est moi ou c'est Jean-Claude? Qui se jette à l'eau? Commence. Comment? Bon, tu, allez, tu veux que je commence? Bon, non, mais il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer de simplifier un peu mon propos. On est aujourd'hui en fait dans un paradoxe puisque en France, on a plutôt une conception qu'il y a une politique nationale du logement avec en fait des actions qui relèvent du régalien, mais quand même qui repose tout ça sur une action très décentralisée qui est que c'est en fait le maire qui détient les permis de construire et c'est quand même lui à la fin qui a le dernier mot. Et ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et donc, je pense en fait qu'il ne faut pas… il y a aujourd'hui parfois dans le débat
une opposition un peu trop facile entre une politique nationale avec des objectifs nationaux qui ne seraient pas territorialisés. Je pense que la très grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires qui voudraient avoir plus de compétences et qu'on aille au bout de la décentralisation en fait, de l'ensemble des politiques du logement. Et moi, je suis plutôt favorable à ça, mais à une condition expresse qui aujourd'hui, en fait, n'est pas assurée selon moi, c'est qu'aujourd'hui, l'État ne se met pas en capacité de garantir l'égalité républicaine, la légalité et les causes de l'intérêt général. Et je vais vous donner un seul exemple, c'est la loi SRU. 20 ans d'application de la loi SRU, et y compris l'État, a du mal à faire appliquer cette loi et n'arrive pas à imposer aux élus qui ont la maîtrise des permis de construire la construction de logements sociaux. C'est, je pense, une des explications en fait, de la difficulté à décentraliser encore plus, alors même que l'État n'est même pas capable aujourd'hui d'assurer les obligations dans lesquelles en fait, il doit être le garant de ces choses-là. Donc, je pense qu'en effet, c'est un débat. Et puis, il y a des secteurs où, en fait, il n'y a pas de gouvernance. Moi, il y a 10 ans, j'ai porté l'idée d'une autorité organisatrice du logement en Île-de-France. Hein, ce n'est pas pour rien. C'est n'importe quoi ce qui se passe en Île-de-France, et on le sait bien. Et le défaut de gouvernance et de défaut de dialogue commun à l'échelle de la métropole du Grand Paris et au-delà de la région Île-de-France fait aussi qu'on a toutes les difficultés du monde à répondre aux besoins. On voit bien qu'il y a d'autres territoires beaucoup plus intégrés où une gouvernance partagée, même dans des territoires qui politiquement sont très hétérogènes, ça peut bien fonctionner. Enfin, il y a un dernier sujet sur lequel, au fil du temps, j'essaie de m'améliorer moi-même, c'est qu'on parle de sujets qui sont finalement extrêmement techniques. Vous l'avez dit, un système d'acteurs, des strates, des financements différents, une législation, enfin plein de trucs. C'est quand même très technocratique tout ça. Et moi, je voudrais qu'on reparle en fait des gens qui, à la fin, habitent dans les logements qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et je me l'applique y compris dans le logement social parce que je suis tout le temps sur des volumes de production, sur 2 millions de demandeurs. En fait, 2 millions de demandeurs, ça veut dire qu'il y a 2 millions de ménages qui aujourd'hui attendent un logement social. Et en fait, derrière ça, il y a des gens avec leur vie. Et en fait, je pense qu'on doit tous incarner cela pour évidemment avancer. Enfin, je m'en voudrais de ne pas le dire. Il faut quand même qu'on ait conscience qu'aujourd'hui, beaucoup des élus locaux qui ont fait des choses très intelligentes pour leur territoire en termes de construction, pour justement le moderniser, le rendre plus attractif, le réparer, tout ça, c'est souvent des élus qui perdent des élections. Hein. Quand on est élu, moi-même je le suis, ça arrive souvent de perdre des élections, hein, donc ça fait partie de la vie, quoi. Mais je veux dire aussi qu'on est quand même dans une société aujourd'hui tellement individualiste qu'on a aujourd'hui des élus qui perdent les élections parce qu'ils ont justement eu un travail urbain de grande finesse. Et ça doit nous interroger quand même. Ça explique aussi la passivité aujourd'hui de certains élus et du fait qu'on ne fait rien, qu'on gèle. On va geler des projets pendant des années parce qu'en fait, ils ont simplement peur pour leur mandat. Je ne dis pas que c'est une explication, je veux simplement vous le souligner parce que ça explique aussi pourquoi on a, je trouve, un recul actuellement des élus et des forces politiques sur ces enjeux-là, alors que pour moi, c'est en fait au cœur de l'activité politique. Difficile d'enchaîner après ça. Mais bon, sur la question de la gouvernance, je crois qu'effectivement, on a une gouvernance qui est aujourd'hui assez complexe, mais cette complexité, elle est aussi le résultat de l'extrême diversité de ce après quoi courent les politiques du logement. On a beaucoup concentré notre propos aujourd'hui sur l'accès au logement, la crise du logement, la relation avec les ménages. On sait bien aussi qu'une partie significative des politiques du logement sont faites pour alimenter un secteur économique qui est le secteur économique du bâtiment, qu'on peut juger comme également légitime dans le terme d'une politique économique en matière d'emploi. Mais qui en tout cas contribue à justifier un certain nombre de mécanismes d'aide qui ne sont absolument pas gouvernés localement, qui sont gouvernés à l'échelle de l'État, hein, la défiscalisation de l'investissement locatif, le prêt à taux zéro, etc., dont l'objectif principal n'est pas d'aider les ménages à se loger, mais d'alimenter la machine économique du secteur du bâtiment et de la construction et de ses différents acteurs. Alors évidemment, ça génère des contradictions locales, surtout dans un contexte par lequel, depuis quelques années, on a une forte montée en puissance quand même des intercommunalités qui ont largement pris la main avec la limite du permis de construire qu'évoquait Emma, ça c'est clair.
avec un endroit dans lequel rien ne fonctionne, c'est l'Île-de-France, où là, on a une totale absence de maîtrise. On l'a vu il y a encore 4 ou 5 ans avec un niveau de construction en Île-de-France qui était extrêmement bas, mais on le voit presque de la même façon depuis que le niveau de construction a augmenté, puisque la construction neuve avait beaucoup augmenté avant la crise et avant les élections municipales. On pouvait s'en réjouir, mais on a aussi fait un petit peu n'importe quoi, n'importe où à cette occasion. Mais tout ça, c'est aussi largement un résultat d'une absence de gouvernance. Et puis attention quand même, juste un point là encore de vigilance. La montée des intercommunalités, je pense que c'est un vrai atout et que je pense qu'il faut continuer, me semble-t-il, à avancer vers plus de décentralisation en la matière, à condition que dans ces intercommunalités, on ait toujours l'ingénierie, la capacité à faire, qui est aujourd'hui réelle dans la plupart des grandes villes, qu'il est beaucoup moins dans beaucoup de villes moyennes ou de petites villes pour lesquelles le retrait massif des services déconcentrés de l'État a fait beaucoup de dégâts sur la capacité à gouverner cette question du logement dans une logique partenariale ou contractuelle entre ces intercos et les services de l'État. Merci. On va arrêter avec les questions et conclure sur de l'utopie. Faites-nous un peu rêver. Est-ce qu'il est possible d'imaginer en la matière un monde meilleur, une forme d'utopie pour des lendemains qui, peut-être, qui chantent? Alors, qui veut se jeter à l'eau sur l'utopie? Emmanuel, c'est bien dans tes cordes? Alors, je vais essayer en essayant d'être rapide. J'en dirais peut-être 2. La première, elle va un peu au-delà de notre sujet, c'est sur la question du sans-abrisme. Vous le savez peut-être pas, mais en fait, pendant la période du confinement, au printemps dernier, c'est la première fois, en fait, qu'on a réussi à loger toutes les personnes qui étaient à la rue. Et y compris, il y a eu certaines nuits où le SAMU social a pu répondre à toutes les demandes de logement, ce qui n'était jamais arrivé. Ce qui veut dire en fait que peut-être qu'une des utopies, c'est quand même qu'on mette fin à ce désastre humain qui fait que des gens qui sont en difficulté, en très grande difficulté sociale, n'ont aucune solution à part être à la rue. Et moi, je me dis que voilà, une utopie, ça serait en fait de trouver des solutions d'accueil qui font qu'il y a plus ce passage à la rue, qui est une des choses les plus déstructurantes dans la vie. Et on dit, vous savez, que chaque jour passé à la rue sont des années en fait de perdu. Et puis l'autre utopie, ça serait qu'on essaie de trouver des moyens que chaque citoyen retrouve un rapport à la nature, à la faune, à la biodiversité. Et donc voilà, moi je disais à Ariella tout à l'heure, si chacun d'entre nous, on était responsable d'un arbre, d'une bête, d'une espèce, d'un talus, enfin, vous voyez, des choses en fait vivantes, et que peut-être même on puisse les léguer en fait à nos enfants, et qui nous permettent aussi d'être dans un quotidien en fait très différent par rapport à notre environnement. Ça nous permettrait peut-être aussi de penser à des choses un peu différentes. Après, j'ai plein d'autres utopies, mais ça sera pour une prochaine fois. Jean-Claude, tu m'avais dit au départ que c'était pas... Oui, moi, l'utopie, c'est pas ma meilleure compétence, surtout dans un domaine dans lequel l'inertie est tellement forte, quoi, puisque la ville de demain, elle est déjà là, très très largement. Donc, l'utopie, sans absolument aucune originalité, ça consisterait à dire qu'il faut que cette ville qui est déjà là, elle soit aujourd'hui capable de permettre à tous de vivre bien et ensemble. C'est profondément banal, mais je crois que c'est ça qui doit être l'objectif de tous. Merci à vous deux, merci à Alain Bourdin, merci à Aurélien Delpirou. Et je voulais vous signaler que vous aurez droit à un compte-rendu très bien fait et vous aurez droit aussi à une interview parce qu'on fait une interview de 10 minutes des deux intervenants sur exactement les mêmes sujets. On va la sous-titrer en anglais, la diffuser à l'international parce qu'il est important de faire connaître la pensée française à l'international sans imaginer que tout le monde comprend le français. Nous allons aussi tenter la prochaine fois de vous inviter en présentiel, comme on dit, puisqu'on aimerait retrouver Richard Sennett, qui a été annoncé déjà 2 fois, septembre prochain. Puis alors, si nous ne pouvons pas l'avoir en présentiel, l'avoir
quand même dans cette nouvelle formule qui marche assez bien parce qu'en fait, vous vous mobilisez énormément. Je trouve que le chat est une mine extraordinaire qu'on va d'ailleurs livrer aux gens qui travaillent aujourd'hui sur la mission Habitat. Et vraiment, je remercie très, très, très chaleureusement Jean-Claude et Emmanuel pour leur engagement, pour leur simplicité, pour leur franc-parler, leur absence d'ego et leur capacité à vous, voilà, à vous donner envie de bien faire la ville. Merci à tous et à très bientôt.